Tous les bandits ne sont pas des Arsène Lupin en puissance, loin s'en faut. Parfois, on dénote un flagrant manque de préparation, pour d'autres, c'est plutôt la chance qui est aux abonnés absents. Et même à l'occasion, c'est une accumulation d'étourderies qui transforme le casse du siècle en un pathétique spectacle tragicomique. S'il ne s'agissait pas de crime, on pourrait même en rire, mais hélas, ce n'est pas toujours drôle. À force d'accumuler ce genre d'anecdotes et d'histoires, Annie et moi avons eu l'idée de parler de nos cas préférés. En voici la deuxième partie. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Jean-Philippe, moi, j'y vais avec un hold-up qui peut avoir l'air... en fait, des hold-up sur une série qui peut avoir l'air bien ordinaire, mais moi, je trouve ça fascinant et réellement loufoque un peu. C'est évidemment avec un recul, hein, on n'est pas Oui. dans la même époque, puis bon, il n'y a pas non plus de victimes vraiment là, dans ça, mais c'est juste le fait, le côté linéaire de la chose où ils n'ont pas prévu à quel point c'était prévisible ce qu'ils faisaient. C'est une série de hold-up qui s'est produite dans des dépanneurs Perrette, très connus au Québec. Ici, c'était une laiterie à l'époque, Okay. un distributeur de lait, qui est devenu des dépanneurs, là, tu sais. Oui. En fait, des Tout le monde de ma petites génération. épiceries. Ouais. Ça, là, je parle pour les Européens. Là, des dépanneurs, Ah, c'est ok. ça. C'est moins une connu. épicerie de quartier. C'est l'équivalent de ça. OK, c'est ça. Nous, on appelait ça un dépanneur. Ben, on appelle encore ça comme ça. Qui porte très, très bien le Oui, nom d'ailleurs. c'est vrai. En passant. Oui. Donc, un soir de mars 1972, il y a une bande de voleurs qui terrorisent les dépanneurs épiceries Perrette du sud-ouest de la ville de Montréal. Le hic dans tout ça, c'est que la trajectoire que ces gars-là vont avoir d'un dépanneur à l'autre pour commettre leur hold-up est tellement linéaire et prévisible que la police va faire... Attends un peu, là, je pense que d'après moi, le prochain, ça va être le Perrette de la Chine, parce que ça allait vraiment en ligne droite. OK, donc dans le fond, ils s'attaquaient à un dépanneur Perrette, l'un après les autres, là, de façon à suivre quasiment une ligne. Là. Ah, ils faisaient un hold-up, partaient en auto, retournaient, s'en allaient à un autre Perrette. OK. En tout cas, on parlait de Perrette. En parce qu'il y avait juste des suivant un Perrettes. schéma. Ben, c'est qu'en fait, eux, sans s'en rendre compte, probablement, parce que visiblement, sinon, ils Voyons. auraient peut-être fait « on fera pas ça Oui. ». C'était vraiment, là, puis je l'ai fait, là, le trajet, là, Oui. avec Google, puis c'était... OK. Mettons, en plus, s'ils volaient que dans des Perrettes, ben là, les policiers, tu sais, ils vont se dire OK, bon, là, on a un mode me semble. opératoire. On Oui. a une signature assez prenante. On n'a que des Perrettes. Et là, ils ont fait le Perrette, admettons, là, je ne me rappelle plus exactement, là, disons, mettons, je sais pas, Verdun, Pointe-Saint-Charles, on Ouais. se déplace, maintenant, on s'en va à la Chine, je sais pas, là, je dis ça. Tellement sous toute réserve. méthodique qu'ils en devenaient Ben, prévisibles. linéaire. Carrément, il n'y a pas de mot plus exact que ça. Linéaire, ils ont fait, ben, écoute, le prochain, ça devrait être la Chine. Puis là, ils se sont pointés dans le stationnement du dépanneur Perrette, la Chine. D'accord. Et les gars sont arrivés. Se sont fait coffrer Oh, immédiatement. ben, Je trouvais ça vraiment le fun. Là. C'est incroyable. C'est C'est- incroyable. Oui, c'est ça. Comment être plus prévisible, mais surtout être l'artisan de son propre malheur, Oui, c'est ça. de sa propre Il arrestation. était plusieurs en plus. En plus. Ça fait On plusieurs n'avait pas, arrestations ils n'étaient à pas la très, fois. très brillants. Hein. Non. Dans la catégorie des armes inusitées, Ah, j'adore. écoute, Let's go. on a énormément on a parlé des revolvers joués, on a parlé d'attaques au poivre, on a parlé de beaucoup, beaucoup d'armes inusitées, mais celle-là est quand même pas pire.
là, on se transporte en 1979. On est dans le coin de Québec et puis il se trouve que il y a des dentistes qui ont pignon sur rue. Et à un moment donné, se présente un adolescent, 2 adolescents en fait, qui arrivent dans une clinique dentaire de Québec. Ben voyons, clinique dentaire en plus. Oui, c'est vrai. Tu sais, on se dit, OK, on a besoin d'argent. Je sais pas, moi, dans la liste des possibilités, des probabilités là, pour avoir de l'argent, la clinique dentaire, me semble que c'est pas mal. Là, on a affaire à 2 adolescents. C'est peut-être un peu la réponse Il y à a la question. ça, Hein? il y a ça, il y a ça. Et donc, 2 adolescents arrivent dans la clinique dentaire armés d'une épée. Une épée. Oh, et une épée. Puis ils rentrent avec une épée. Je sais pas. Une épée, c'est tellement pas ergonomique. Ben, oui, où ils ont pu cacher ça? Tu sais, comment ils sont parvenus à rentrer dans la clinique sans se faire voir? Ou Et en tout cas, c'était comment peut-être courir pas... avec ça aussi, comment se Ouais, sauver. c'est pas le fun. En tout cas, peut-être qu'on était dans une période où les films de cap et d'épée ou les films de pirates étaient à la mode. Je sais pas, 79, je Des t'avouerais. grandeurs nature. Possible. Mais ça a quand même marché. Hein? Ben, ça a marché. Temporairement. Parce qu'en fait, ils ont réussi quand même à soutirer un montant de 265 $ au dentiste, ce qui est quand même Oui. 2 adolescents, on s'entend, en 79, 265 $. Moi, j'aurais aimé ça, voir Ce qui ça. est Là. décuplé là, quand même aujourd'hui. Là, Oui. Ouais. Et évidemment, là, sans surprise, ils ont été retracés et arrêtés par la police très rapidement. Mais toute une histoire, là. Oui. Arrivé dans une clinique dentaire munie d'une épée. C'est sûr qu'il faut faire breveter ça pour eux, parce que sérieusement, c'est sûr que c'est jamais arrivé de manière antérieure ni ultérieure à cette fois-là. Là. Je vois pas comment ça a pu arriver. C'est plus qu'inusité. Exactement. Fameux. Moi, j'aime bien, après avoir parlé d'un de mes hold-up préférés, qui est la chocolatière frondeuse, j'ai une autre femme là, qui, sans vouloir être nécessairement frondeuse, a quand même agi d'une manière extrêmement courageuse. Mais des fois, hein, le courage, c'est pas tant que c'est réfléchi, ça peut être un geste qui est de la survivance, ou en tout cas, bref, quelque chose qui s'est fait sans vraiment le réfléchir. Ça s'est passé en 1959 à la pharmacie La Palme, qui était au 3038 rue Masson, au coin, en fait, là, maintenant où il y a le Piri-Piri, D'accord. à Montréal, là, dans le quartier Rosemont. Il y a eu un cambriolage, un hold-up, tu sais. Et il y a une femme qui travaillait là, dans cette pharmacie-là, elle s'appelait Monique Paquin. Et pour se défendre, elle a carrément donné un coup de poing au voleur, mais elle l'a knock-outé, comment dire? Oh boy, OK, c'est pas juste un coup de poing, là, c'est vraiment un coup de poing. Qui l'a fait tomber sans connaissance, mais attends un peu, c'est rien, JP, là. C'était un ancien boxeur, le bandit. La jeune femme, puis on peut voir la photo, là, menue petite jeune femme, là, toute mignonne, 23 ans, tu sais. Elle knock-out un bandit ex-boxeur. Et là, on voit là, que le propriétaire de la pharmacie, un monsieur Lapalme, justement, qui est fier, là, puis qui reconstitue là, les événements. Puis lui, il dit, mon employé, c'est la meilleure, mon employé, c'est la plus brave. Puis elle, de dire tout humblement, je pense pas. Je pense que j'ai juste réagi sur le coup de j'ai tellement eu peur. Elle la raconte qu'elle ferait... que si c'était à refaire, elle serait peut-être même pas capable de refaire la même chose, avec toute franchise, là. Mais c'était un geste, disons, impulsif, mais positivement. Là, c'était un geste des de fois, survivance. Quand on est confronté à certaines situations, on a des réactions qu'on ne s'attend pas nous-mêmes. Hein? C'est clair. Non, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que petit bout de femme de 23 ans qui dit qu'on est si vulnérable, finalement, c'est ça. Faire un knock-out en donnant un coup de poing à quelqu'un d'armé qui est un ex-boxeur. En plus. Monique Paquin, là, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas... il faut dire que elle a un nom très commun, c'est ça, très commun. Là. Ouais. Mais tu t'imagines, le gars, il devait avoir l'habitude d'en recevoir là, des coups.
Mais oui, pas en celui-là. plus, un knock-out d'un ex-boxeur, C'est ça ça. se peut qu'il y en ait d'autres boxeurs qui n'aient pas réussi à y faire un Exactement. knock-out dans sa carrière. Mais Exactement. que là, c'est une fille de 23 ans dans une pharmacie qui a Elle réussi mérite le une coup, ceinture, tu sais. là. Oui, une ceinture, vraiment. Nous allons prendre notre machine à remonter le temps et cette fois, on va aller en 1921 dans la région de Como, une région qui nous est pas inconnue, hein, Annie? Non, on a fait une enquête à Manon Paquin. Ouais, Si vous voulez voir, il y a exactement. un podcast sur cette affaire-là. Notre tout premier épisode d'enquête sur Manon Paquin se passe entre autres dans la région de Como. Et ben là, c'est pas pour vous parler de cette ancienne enquête, puisque là, on est en 1921, c'est quand même pas mal plus tôt. Mhm. Il se trouve qu'il y a un cambrioleur qui pénètre en défonçant la porte d'une résidence de cette ville. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'incongru. D'incongru. En fait, tragiquement banal, comme tu dis souvent. Voilà, exactement. Et une résidence qui est inoccupée. Les propriétaires, ou en tout cas les occupants de cette résidence sont partis à Montréal, dans le coin de Montréal. Et il pénètre dans la résidence et puis il fait un peu comme chez lui, dans le fond. Il allume le poêle. Bon, ça, il devait faire peut-être un peu froid. Pas stressé, hein? Pas assez stressé, je dirais. C'est ça, peut-être, effectivement. Là, on est au mois de janvier, après tout. Hein, il doit faire fret. Fait que, il allume le poêle. Là, il commence à visiter un peu la résidence. Il commence à manger. Ah oui, il mange. Il se sert dans les placards. De la soupe, y compris les confitures, des confitures artisanales là, qui sont faites par les propriétaires. Et puis, il commence à remplir des sacs avec ce qu'il trouve, avec son butin. Donc, dans le fond, sans doute tout ce qu'il y avait à son sens de valeur. Ben là, tu comprends, Annie, là. Ben là, il a mis le poêle. Il est bien, confortable, il a mangé. Qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé? Bon, on s'assoupit. Ça dépend, c'est quoi le destin dans tout ça, là? Ben, en tout cas, des fois, ce qui se passe, là, c'est qu'on a envie de faire une sieste. Tu sais, après... Vraiment pas stressé, là. Ah non, mais c'est écoute, la palme d'or du pas stressé. Annie, il est fatigué, là. Il a travaillé, il a fouillé à droite et à gauche, il a rassemblé tout ce qui avait de valeur. Ça va mal finir. Il a mangé et puis il s'est couché. Sauf que le voisin, il regarde et il dit, il me semble, mes voisins sont absents. Comment ça se fait qu'il y a de la lumière en ce moment? Là, il s'inquiète. Alors, il appelle. Je répète qu'on est en 1921, donc les lignes directes, ça marchait pas de même. Luxueux, là, j'imagine. C'est celle par l'opératrice ou encore. Exactement. Donc, ils savaient plus ou moins où restaient les occupants. Donc, il appelle un médecin de la région de Montréal. Le médecin finit par rentrer en contact avec les propriétaires qui, effectivement, sont un peu pris au dépourvu. Il dit, non, il n'est pas censé avoir de lumière. On n'est pas là. On n'est pas dans la résidence. Donc là, ce qui se passe, c'est que la police finit par être contactée et les policiers arrivent dans la résidence et retrouvent notre charmant, façon de parler, évidemment. Ça en devient attachant, là, rendu là. Pas pratiquement, effectivement. Et il le trouve assoupi, tout simplement. Puis il procède à son arrestation. Et voilà comment s'est terminée l'histoire. J'imagine qu'il y avait très peu d'alibi. Hein? Oui, là, c'est rendu difficile. Hein. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, puis je me suis fait une soupe. Ça. Non, ça marche pas. Là. Surtout trompé. Avec les sacs. Les sacs qui étaient remplis d'objets de valeur. Ça me rappelle un hold-up à domicile, un cambriolage, en fait, à domicile, où j'ai jamais réussi à le retrouver, par contre, parce que je ne l'avais pas conservé quand j'avais vu ça. C'était un cambrioleur qui avait pris la peine de faire le lavage. C'était pas fait prendre, là, par exemple. C'était pas fait prendre sur le coup, mais les occupants s'étaient rendus compte après là, que la personne avait fait son lavage. Faut pas être stressé. T'sais. Non, vraiment pas. Mais il était tombé sur le linge sale et puis il s'était dit, je vais rendre service au propriétaire. Ou... Non, il faisait son propre lavage à lui. Son propre lavage à lui. Il a volé, mais il était arrivé avec son linge sale. Oui. Ah, OK. C'est fameux. Tant qu'à être dans des vols à domicile comme ça, j'en ai un peu triste par contre, mais qui vaut la peine d'être raconté. C'est moins loufoque, je dirais, mais ça reste quand même inusité. Ça se passe en 1964, un soir d'hiver froid, dans la région de Donham, dans les cantons de l'Est. Un couple de personnes âgées qui avaient aussi
des gens en visite qui étaient là, qui étaient des amis de la famille ou encore de la famille, des cousins, je ne sais pas trop, là. Et que là, ce soir-là, il y a trois hommes qui sont rentrés, là, évidemment, là, dans le domicile là, de manière, par infraction, là. Un cambriolage, vraiment, là. Genre d'arrivée pas souhaitée, là, dans le fond. D'arrivée pas souhaitée. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, s'il y avait plus de cambriolage à domicile, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup, surtout chez les personnes âgées, des gens qui n'osaient plus laisser leur fortune à la banque parce que, justement, il y avait tant de vols de banque. Oui. Puis c'était compliqué. Il y a certaines banques où c'était compliqué ou laborieux de faire enquête et ça prenait du temps avant qu'ils puissent recevoir leur argent en retour, là, l'argent qui avait été volé. C'était rendu qu'il y avait beaucoup de gens qui cachaient leur argent, leur fortune, même des fois, chez eux. Ouais. Et là, les gens savaient ça, les bandits savaient ça. Il y avait plus de vols à domicile aussi, tu sais. Et là, puis surtout chez les personnes âgées, parce que c'était ceux qui étaient plus frileuses peut-être à laisser leur argent, qui avaient moins confiance, qui vieillissaient, qui ne voulaient pas, tu sais, bon, pour toutes sortes de raisons. Ça s'est même vu jusque dans les années 80-90 là, au Québec. Donc, le couple Doherty reçoivent la visite de 3 bandits qui, eux, vont même les ligoter et les menacer de torture. Oh. Tu sais, c'est vraiment triste, là. Ouais. Puis c'était des personnes de 81 ans et autour de ça, là, en tout cas, l'homme, Monsieur John Doherty, avait 81 ans. Ils les ont ligotés, tout le monde, et ils leur ont demandé de dire où était l'argent, parce qu'il y en avait, l'argent, apparemment qu'il y en avait. Et ils refusaient. Ils ont dit, OK, mais à ce moment-là, on va vous torturer. Ils ont comme voulu commencer à leur faire subir des sévices qui ne sont pas nommés là, dans les articles, parce que je n'ai pas non plus le procès de ça. Je ne sais pas non plus si... on n'a pas le détail. J'ai pas le détail du dénouement dans ça, parce que tu vas voir pourquoi par la suite. Là. Mais... et là, le John Doherty et sa femme ont dit non, on ne te le dira pas. C'est récalcitrant, là. Il n'y avait rien à faire. Et les 3 bandits n'ont pas eu le courage de les torturer. Tu sais, c'est là qu'on voit des fois, tu sais, ils sont criminels, mais ils ne sont pas nécessairement psychopathes. Là. Ouais. Et ils n'ont pas eu le courage, fait qu'ils ont viré tout sans dessus-dessous pendant que les personnes âgées étaient attachées sur leur siège de cuisine, sur leur chaise de cuisine, ligotées. Ils n'ont jamais accepté de dire où était l'argent. Tu sais, ça en est attachant, là, à quel point, tu sais, c'est les efforts d'une vie, peut-être, je ne sais pas. C'est ça, pour les mêmes raisons que tu disais qu'ils ne mettaient pas cet argent dans les banques, c'est parce que c'était toute leur fortune. Donc, tout leur bien, fait que c'est sûr que pour leur eux... héritage, là, exactement. De l'argent, des fois de vétérans de guerre, tu sais, c'est comme leur pension, tout ça. Exact. Et ils n'ont pas été capables d'aller au bout de leur menace, ces bandits-là. Donc, ils ont tous viré sans dessus-dessous, sont repartis sans argent. Les Doherty ont réussi à se déprendre. Il y en a un, en tout cas, de la gang, là, qui a réussi à se déprendre de ses liens. De ses liens, exactement. Et qui a dépris les autres. Et imagine-toi donc, tellement une autre époque, sérieusement, là, qu'ils n'ont même pas appelé la police tout de suite. Ils ont dit, il est tard un peu, il neige dehors, tu sais, on va attendre à demain, tu sais. Et c'est même pas la police qui ont appelé, c'est le boulanger qui passait, tu sais, un peu dans le temps des laitiers, les boulangers qui a passé, puis qui a dit, il amenait le pain, j'imagine, le boulanger. Moi, c'est un gâteau de fête, je sais pas. Puis ils ont dit, il nous est arrivé ça cette nuit, tu sais, puis tout ça. Puis là, le boulanger, il a dit, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est lui qui a contacté la police de Donham. Et que là, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il n'y a pas eu d'arrestation parce que ça a pris trop de temps avant qu'on sache. Mais eux, c'est comme, il est tard, là, on ne dérangera pas la police. Pour ça, j'en revenais pas. Ils venaient de se faire ligoter, menacer. Lui, c'est non, je ne donne pas mon argent. C'est le genre de personne que j'aimerais tellement serrer la main. Là, puis... il y a des photos, les gens pourront aller voir sur parce qu'on a des belles photos du couple en question. On a le photo ils pointent son bordel qu'ils ont fait. Lui, c'était comme, ils ont fait le bordel chez nous, mais c'est parce qu'ils menaçaient des torturés, tu sais, puis lui, c'est le bordel. Puis ils ont été tannants, ils ont été fatigants, ces gars-là, tu sais. C'est comme, voyons donc. J'adore ce genre de personnalité. C'est attachant, c'est triste, par exemple, parce que, tu sais, si j'avais... C'est pas drôle, il faut se mettre à leur place, là. Ouais, tu sais, c'est parce que si on s'imaginerait que ce seraient nos grands-parents, nos parents, mais bon, on n'est plus à cette époque-là, heureusement, là, les cambriolages, là, maintenant, ils font beaucoup plus attention, il ne faut pas qu'il y ait d'altercations comme ça, parce que c'est sûr que la police il y en a beaucoup moins, de toute façon. Oui. C'est sûr que les enquêtes, y aboutissent pas comme à cette époque-là, là, pas la même technologie, donc il n'y a pas de danger que des choses comme ça arrivent encore, quoique, au pire, moins souvent, du moins. On a parlé des réactions, hein.
les réactions des gens. Ouais. Des fois, c'est assez incroyable parce que, évidemment, comme tu disais tantôt, un voleur qui arrive déjà pour commettre un hold-up, pour commettre un vol, un cambriolage, qu'importe, ça prend déjà une certaine prise de conscience, d'essayer de se mettre... je dirais pas... J'hésite beaucoup à dire ça prend un certain courage parce qu'on parle quand même d'un voleur. Là. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu quand vois, même, il y a une nuance à faire. Là. Oui. C'est pas de l'encenser, c'est de Non. dire des fois c'est pas brillant, des fois. C'est ça. Puis tu sais, il y a une certaine, il doit avoir une certaine peur et puis tu sais, il veut que tout se passe correctement de son point de vue, évidemment. Et là, on a des fois des exemples de réactions qui font que c'est les réactions des victimes de hold-up, de cambriolage, qui fait que ça désamorce la situation dramatique. Et là, on a un excellent exemple qui s'est passé en septembre 1972 au 1039 rue Fleury-Est. Alors ça, c'est dans le quartier d'Unsick à Montréal. C'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la promenade Fleury. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque. On se retrouve devant deux jeunes hommes dans la vingtaine qui entrent dans une bijouterie en brandissant un revolver et puis en disant « c'est un hold-up ». Tu sais, comme s'il y avait besoin nécessairement de dire ça, mais en tout cas, à partir du moment où tu sors une arme... À un moment donné, il faut l'annoncer. Oui, il y a un décorum à respecter. Alors, c'est là la réaction qui est extraordinaire, c'est que le gérant de la boutique n'a pas cherché son reste. Là. Il a pris la fuite par la porte arrière. Il s'est même pas adressé au voleur, il n'a même pas levé les mains au ciel, rien. Il a pris la fuite. Et ça, c'est le genre de choses à laquelle les voleurs ne semblaient pas vraiment être prêts. Tu sais, c'est quoi cette réaction-là? À tel point plutôt qu'ils ont décidé de s'en aller aussi, cette fois par la porte avant. Donc, les deux voleurs, quand même, ont été rapidement arrêtés par la police. Dans cette histoire, dans le fond, on a du mal à savoir qui a été le plus surpris. Est-ce que c'est le bijoutier de cette fée braquée, là, menacée par des bandits, ou est-ce que c'est les bandits qui ont vu disparaître le gérant de la boutique, mais où il est passé? Puis moi, ce qui m'a surpris dans cette histoire, c'est comment ça se fait qu'ils n'en ont pas profité pour se servir eux-mêmes? Ben, c'est que les caisses, je pense qu'il y avait, il y avait une façon peut-être de l'ouvrir. Oui, il y a ça, mais peut-être, vu que c'était une bijouterie, il y a peut-être des vitrines. Ben, il y a quand même des bijoux. Oui, c'est ça. c'est ça. Mais à mon avis, ils ont été tellement surpris, puis ils se sont dit, ouais, s'il est parti, il a peut-être prévenu les policiers, fait qu'on ne va pas traîner là. J'ai un vol ici, Jean-Philippe, qui m'avait marqué parce que c'est comme une espèce de... Comment on peut appeler ça? Pas une descente aux enfers, mais tu sais, quand les choses... On a comme une heure de gloire puis qu'il y a une descente, là, tu sais. Une fin de carrière, ça, moins glorieuse que le départ. Puis là, je parle de carrière criminelle. Oui. C'est pas connu par tous les Québécois, ni les Français, peu importe, là. C'est pas une histoire qui est très connue. Pourtant, c'est une criminelle notoire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Il s'agissait de Gertrude Servant. En 1953, cette belle rousse, on cherche partout la belle rousse. J'ai une collection de photos de Gertrude parce que, tu sais, pour moi, c'est très important pour moi d'aller vérifier la beauté de la dite rousse parce qu'on en parle. De valider c'est tellement ridicule parce que des fois, c'est ça, une belle fille bien roulée à voler. Ce soir, tu sais, t'avais des articles comme ça, puis c'est comme tellement une autre époque que j'ai besoin de creuser ces affaires-là des fois. Mais c'est parce que Gertrude Servant, en 53, il s'est passé tellement d'affaires cette année-là. C'est une année que j'avais beaucoup étudiée pour d'autres crimes. Et puis, elle avait tué un restaurateur connu. C'était le propriétaire du restaurant Le Lutin qui bouffe. Un restaurant qui était vraiment connu à l'époque. Là, on pouvait donner le biberon à un petit veau en plein milieu du restaurant. En tout cas, je ne l'ai pas connu, évidemment, à cette époque-là, mais il y avait eu un hold-up qui avait mal viré dans lequel Gertrude Servant, notre belle rousse, aurait... pris part à ce meurtre-là, qui a été accusé, tout ça. Puis, elle était si belle, apparemment. D'ailleurs, il y a des photos, vous pourrez voir. Les limiers qui l'arrêtaient, les enquêteurs, se faisaient même prendre en photo, tout sourire avec elle, un peu comme un trophée d'avoir arrêté la belle rousse Gertrude Servant. Fait que c'est sûr que moi, elle m'intéressait, pas parce que je l'encensais, évidemment, mais parce que je me disais... Tu sais, c'est bien spécial, cette époque-là où on donnait des qualificatifs comme ça pour une criminelle qui a tué, là, pour de l'argent. Tu sais, c'était pas un règlement de compte. Mais il faut dire aussi que c'était une femme, ce qui est
c'est quand même rare de trouver ce genre de femme criminelle. Oui, il y avait le côté inusité de la chose. Parce que c'est vrai, mais c'est vrai que ça viendrait aujourd'hui à l'idée de personne, d'aucun policier, de se faire photographier avec un criminel ou une criminelle. Ou encore moins de faire un titre comme Nous recherchons la belle rousse. Aussi, oui. Je pense que le Journal de Montréal passerait son tour même là-dessus. Fait que non, c'est ça. Donc, Gertrude Servant, elle a été arrêtée pour ça. Elle a fait un certain temps de prison. Je me rappelle plus trop. Là, c'était un gros procès. Là. Il y avait plein d'autres personnes impliquées. Puis ensuite, elle a été arrêtée pour toutes sortes de petites affaires. Là. En 63, elle a été arrêtée pour une histoire de vol de bijoux, mais à domicile, chez quelqu'un, pour laquelle elle n'avait pas été finalement accusée. Elle avait été finalement exonérée, acquittée, c'est ça, de ce chef d'accusation-là. Donc, en 66, Gertrude vivait très modestement dans une conciergerie, un bloc d'appartements sur la rue Marseille, dans l'est de Montréal, près du métro L'Angelier, qui est dans un coin que je connais bien. Et elle s'est fait prendre à voler du savon et du spray net, du fixatif pour cheveux, au Steinberg du centre d'achat Domaine. C'est pas glorieux. Je peux te dire, OK, c'est pas glorieux. C'est ça. Elle vivait dans un multiplex et elle s'est fait prendre. Là, le titre, c'est Gertrude Servant, accusée d'un vol à l'étalage de 1,70 $ chez Steinberg. C'est son dernier crime à son actif. À ce que je sache, parce que j'ai beaucoup cherché sur elle. Il y a comme une descente. Tant mieux que ce soit des crimes moins prenants. Oui. Mais je trouvais que c'était quand même assez... Mais finir de même, là, c'est un peu comme, tu sais, un artiste qui sortirait un dernier album là, qui se vendrait à 2 exemplaires. Là, c'est un peu ça. Exactement le même... Disons que c'est au même prorata, disons. Exactement. C'est pas facile de commencer une carrière de voleur, de cambrioleur et tout, là. Tu sais, je veux dire, il faut avoir les bons accessoires, faut avoir... C'est compliqué, là. Et puis... Ça me fait penser à une histoire qui est arrivée entre Noël et Jour de l'An 1950. Un jeune homme de 19 ans qui rentre dans une bijouterie du centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine-Est. Et puis, tu rentres dans une bijouterie. A priori, c'est pour voir des bijoux. Donc, tu demandes au gérant, ou en tout cas à l'employé, là, c'est pas très clair, tu demandes les bagues. Et l'employé s'exécute, il commence à sortir les bagues et tout. Puis c'est à ce moment que le jeune apprenti voleur sort un revolver joué. Okay. Et puis lui dit que, dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est prendre les bagues et puis peut-être un peu d'argent. En tout cas, c'est un hold-up. C'est ça que ça veut dire. Ni plus ni moins, c'est ça. Ni plus ni moins. Mais là, le problème, c'est, encore une fois, des réactions qui sont parfois inattendues. L'employé se met à hurler à la mort dans le commerce. Alors, apparemment, il y a 2 histoires. Là. Il y a 2... là, je vais demander aux auditeurs de choisir leur fin, comme une fin alternative. Donc vous êtes le héros. Pratiquement. Là, il y a une première version qui dit que le jeune voleur a été tellement effrayé par les cris d'effroi du bijoutier qu'il a quitté le commerce, il est parti à courir et puis il s'est fait arrêter pas très longtemps après. Il y a une autre version qui a été celle du Petit Journal qui est paru le 31 décembre 1950 qui dit que les cris du bijoutier ont alerté les clients qui étaient déjà dans le commerce. Intéressante variante. Mais oui. Et c'est les clients qui ont maîtrisé le malotru. En attendant, à une certaine époque, ça, de s'en mêler. Puis il y avait même des certificats d'honneur de la police, puis tout ça. Là. Exact. Et puis, donc, ils ont attendu les policiers en tenant le voleur. Donc, c'est ça. C'est ça que je trouvais intéressant. Moi, je préfère la deuxième version. Oui, moi les aussi. Clients. Là. Les héros. On aime ça, avoir des héros. Oui. Puis, le problème, c'est que pour ce genre d'histoire, il y a des articles, mais dans le fond, on n'a pas trop la suite. Ça a été difficile de confirmer toutes les informations. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Jean-Philippe, parlant de héros. Parle-nous de héros, Annie. Oui, c'est ça. Moi, j'adore ça parce que, tu sais, on a tellement d'histoires glauques, hein? Oui. Les gens pensent que c'est parce qu'on aime ces affaires-là, qu'on aime les meurtres, les tueurs en série. Bien au contraire. C'est pas qu'on s'intéresse pas, c'est sûr qu'on aime le true crime, comme bien du monde, évidemment. Mais des fois, ça fait du bien de voir qu'il y a eu des gens qui ont bien agi. En tout cas, moi, je suis comme un petit peu amoureuse des héros dans nos histoires, des héros de toutes sortes, hein.
Puis, je suis tombée sur une histoire, ça, c'est mon doc préféré. C'est sûr qu'il ne s'est pas passé ici. Mais la raison pour laquelle je suis tombée là-dessus, c'est qu'on en a parlé jusqu'ici, bien évidemment. Parce que dans un article de journal du Progrès du Saguenay, en 1926, parce que là, ça fait longtemps, 1926, ça fait presque un siècle, on parlait d'une histoire, je ne parlerai pas tout de suite de l'article, parce que sinon, ça va comme donner tout de suite le punch, et je vais raconter l'histoire qui s'est passée. 1926, on est dans le coin, on est dans un coin là, à New York, là, en banlieue, là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, à New York, Pawtucket, Rhode Island. Bon, en tout cas. Oui, c'est la région, la grande région de New York. Là. Exactement. Une famille là, qui, je pense, là, selon ce que je lis, une famille quand même aisée, qui vit dans une grande maison, puis tout ça, qui ont un bébé, puis tout ça. Et là, il est rentré, là, 7 bandits. 7? Oui, par infraction dans la maison. Ils ont défoncé la maison, ni plus ni moins. Ils voulaient vraiment, là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'était pas... assisez-vous, on va voler, là. C'était violent, là. C'était violent, puis à un point tel que même pour être certains de réussir leur coup, ils se sont approchés du berceau du bébé. Comme pour probablement prendre le bébé en otage, tu sais. Et là, il y a le propriétaire de la maison, qui n'a pas un nom très commun, là, c'est M. Assis. Assis, tu sais, comme je suis bonne pour trouver les hold-up manqués dont les noms de famille sont pas... prononçables. C'est ça, A-S-S-I-S, alors je l'épelle comme l'autre, là. Donc, il a crié à son singe parce que les propriétaires avaient un singe, un chimpanzé. Un singe. Un singe. OK, 1926. Oui, parce que je pense qu'à cette époque-là, autant ici comme ailleurs, c'était légal. Il y avait des gens qui avaient des singes. Surtout pour les familles aisées, justement, comme oui, comme parce que ça ne celle-ci. devait pas être donné, là, j'imagine. Il devait venir directement du pays d'origine, j'imagine. Là. Ah, j'ai même lu une histoire à Québec, à Sillery. Il y avait un gars qui avait un lion ou un tigre qui a même blessé ou tué un enfant à l'époque. Ah oui? Oh. Le tigre a été envoyé après ça dans un zoo, le zoo de Charlebourg. En tout cas, je savais pas qu'il y avait un zoo là. Bref, je vois pas... Et là, c'est ça, il a dit « Rosie, aide-nous », tu sais. Puis là, Rosie a défendu le berceau. Elle s'est mise à attaquer les 7 bandits à la fois. Les 7? Ça a l'air qu'elle a fait le moulinet avec un manche à balai. Wow. Mais un singe, là, il paraît là, qu'il faut faire bien attention. Hein. Ça a 4 mains. Hein. C'est plus habile que nous. Nous, on est... un peu handicapé par rapport à un singe. C'est ça, parce qu'on n'est pas dans la nature. On n'a pas la même dextérité. Là. Oui, puis on n'a pas le même instinct. Exact. On est industrialisé depuis longtemps, tout ça, fait que c'est pas la même affaire. Le singe, c'est ça, Rosie, elle a carrément massacré les 7 gars. Wow. Elle lançait des cannes de nourriture. En tout cas, il y avait des croquis dans les journaux, parce qu'en 1926, tu n'avais pas toujours des photos, puis ils mettaient des croquis de ça, du singe qui lance des cannes de bouffe, qui donne des coups de balai. Elle a quand même perdu un bout de queue parce qu'il y a un des bandits qui a réussi à la maîtriser en vraiment là, en maintenant sa queue avec son pied, puis je pense qu'il doit avoir forcé, il doit avoir donné des coups. Mais non, elle n'a pas lâché prise, puis ça a l'air que les gars c'est une autre affaire que ça me dérange beaucoup, parce que j'ai pas été capable de trouver c'est qui ces gars-là, parce qu'ils se sont fait reprendre, parce qu'ils étaient tellement massacrés, les gars, Jean-Philippe, là, qu'ils étaient comme, ils erraient dans la rue, tous blessés. Les 7 gars par le chimpanzé Rosie. C'est hallucinant. Incroyable. Ça a fait la manchette des journaux dans ce temps-là, 1926. C'était un héros. Puis, tu sais, comme je dis souvent, il faut aller voir la revue de presse parce qu'il y a une photo de ce singe-là. On voit la mère avec le bébé, tu sais, que c'est le bébé qui a été sauvé, là, ou en tout cas, je ne sais pas ce que les bandits y auraient fait, là, mais bref, tu sais, ils s'en allaient vers le berceau. C'était peut-être plus la menace qu'autre chose, mais... Oui, mais tu sais, on ne sait jamais. C'est ça, on avait affaire à de la vraie racaille, selon les journaux. Puis le singe, il est en arrière, puis tu sais, il regarde pendant que la photo se prend, là, puis son regard, c'est vraiment comme là, tu sais, tu peux être sûr que s'il y en a un autre qui arrive ici, là, tu sais, il est encore aux aguets, là, on le voit, là, tu sais, le côté animal protecteur, c'est fascinant, là, vraiment, puis c'est une de mes histoires préférées, puis c'est ça, c'est ce qui arrive, c'est que dans le Progrès du Saguenay, qui est un journal, là, évidemment, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il en parlait, en fait, c'est comme plus un vox pop, comme un, comment dire, comment c'est, comme une tribune, un peu, quand un lecteur peut
peut donner son opinion, tout ça, comme une espèce de tribune d'opinion, qui disait que, bon, ben il s'est passé ça, on a vu partout, tout le monde dans les journaux, qu'il y a eu un singe qui a sauvé des gens. Puis là, je cite le passage, c'est dans le Progrès du Saguenay du 2 juillet 1926, disponible sur BNQ numérique et dans les journaux. C'est surtout quand la police est passée dans un endroit que les bandits font leurs exploits. Alors, si un seul singe avec un manche à balai peut faire tant de besogne, pourquoi ici au Canada, pays d'avenir, on ne s'adonnerait pas à l'élevage du singe pour en faire une police d'intérieur? C'est merveilleux, tu sais, comme les gens pensaient que, tu sais, les gens allaient jusqu'à penser, puis tu sais, pour cette époque-là, c'était peut-être pas loufoque, là, pour nous, on trouve ça drôle, mais dans le temps, mais ça fait un très bon partner de la police, ça, tu sais. Une brigade, une escouade de chimpanzés. Oui, mais tu sais, j'imagine ça comme assistant policier, puis sérieusement, c'est parce que maintenant, c'est sûr que ça passerait pas, parce que, tu sais, on peut pas blesser un bandit, mais dans ce temps-là, tu sais, j'ai même vu justement aujourd'hui, là, dans un article, dans les années 60, un gérant de banque qui était encensé pour avoir tué un gunman, comme on appelle un gars qui faisait un hold-up, un braqueur de banque. Parce que pour protéger son coffre-fort, aujourd'hui, ça passerait pas. On ne tue pas quelqu'un qui vient... Tu sais, c'est pas pareil. Mais à cette époque-là, c'est sûr que ça passait. Là. Puis surtout, tu sais, même moi, je trouve ça... Ah non, mais c'est impressionnant. T'imagines, le chimpanzé, il est tout seul. Il a un manche à balai, puis il s'attaque à 7 bandits qui, apparemment, ne sont pas à leur coup d'essai. Là. Tu sais, c'est que ça a l'air d'être des voleurs aguerris, en tout cas pour certains d'entre eux. Puis comme Yannick Belzile disait, parce que j'en avais parlé dans le podcast Trois bières, il disait... Tu peux pas laisser le mot courir en prison, que tu es là parce que c'est à cause d'un singe, là, parce que là, tu n'as pas l'air très, très... tu sais, disons que c'est soit que tu es la coqueluche ou soit qu'à l'inverse, tu te fais intimider pour vrai. T'es là pourquoi, toi? Je me suis fait massacrer par un singe. Et là là. Oui. Ça voilà, regarde mal. C'est de même que je termine ma série, mais je pense qu'on n'a pas fini. On va en avoir d'autres à un moment donné. Tu crois? Hein? Je serais étonné. Jean-Philippe, tu penses? Tu penses? Même, non, on va en trouver en masse. Oui. En masse. Oui, cette série d'épisodes sur les hold-up manqués n'est pas prête de se terminer. Nous aurons d'ailleurs bien d'autres occasions de revenir sur le sujet, ça ne fait absolument aucun doute. En attendant notre prochain épisode, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Rétrocrime, sur laquelle vous pourrez suivre notre actualité, mais également donner votre avis et commenter nos épisodes. Nous sommes aussi présents sur Instagram et sur Twitter. J'en profite également pour vous annoncer que tous nos épisodes sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tous les liens se trouvent sur le site retrocrime.com, ainsi que toutes nos revues de presse comme celle consacrée à notre série sur les hold-up manqués. On vous invite aussi à laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Cela aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir rentrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye.